Bonjour, mon nom est Taufik Saïd, je suis agent de classification à l'Institut professionnel PIPS. Aujourd'hui, dans ce séminaire en ligne, je vais vous parler de la conversion de la norme CS à la nouvelle norme TI. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation. Donc, dans une première partie de cette présentation, donc, je vais faire un survol de tout ce que vous devez connaître sur la description de travail. On va parler qu'est-ce qu'une description de travail, c'est quoi la relation entre une description de travail et la classification et comment est-ce que les membres peuvent demander une description de travail qui répond aux critères qui sont énoncés dans la convention collective, c'est-à-dire à jour et complète. Donc, la deuxième partie, dans les acétates 11 à 20, je vais parler plus précisément de la conversion qui est en cours. Donc, je vais parler de raisons de ce changement, les définitions de qualification minimale TI, la norme de classification, où sommes-nous présentement dans le processus, les modèles qui sont présentés par le Conseil de Trésor, les modèles de description de travail générique, et en cas de besoin, où est-ce que les membres peuvent trouver de l'information ou de l'aide si jamais ils ont des questions. Donc, je vais commencer par la description de travail. La définition de description de travail, c'est un document qui décrit les exigences de travail reliées à un poste avec l'approbation du gestionnaire. Donc, elle comprend toutes les informations nécessaires pour évaluer le travail en utilisant la norme de classification appropriée. C'est la définition du bureau de la directrice principale des ressources humaines au Conseil de Trésor. Donc, c'est la définition officielle de description de travail. C'est un document officiel qui décrit exactement ce que les membres ou l'employé devrait faire dans son poste. Donc, là, ça pose la question d'exhaustivité de la description de travail. Jusqu'à quel point elle devrait être précise et complète. Ce sujet-là a été toujours un terrain de discussion entre le syndicat, l'employé et ses employés, les syndicats et ses membres, et les gestionnaires de l'autre côté. Et l'an 2000, on a une décision importante du Conseil de relations de travail fédéral de la fonction publique qui émet la règle suivante, donc, qui dit que la description de travail n'a pas à contenir les moindres détails de l'exécution des tâches, ni toutes les variations et combinaisons possibles de fonctions. Donc, il n'est pas obligé, l'employeur, de donner une description qui reflète à 100% de ce que l'employé fait à tous les jours, mais devrait au moins définir les grandes lignes, disons 70% au plus de ce que l'employé fait. Donc, il y a le critère d'exhaustivité, ce n'est pas une exigence complète, c'est une exigence à suivre. Donc, elle devrait bien décrire l'emploi sans être exhaustive. Donc, la relation entre la description de travail et les classifications. Donc, la description de travail, c'est un outil essentiel pour déterminer le groupe du poste, donc à quel groupe professionnel devrait appartenir, CS, je ne sais pas, SP, CR, AS ou autre, et elle détermine aussi le niveau du poste, le niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est un outil important. C'est pour ça qu'on doit commencer par cette introduction-là pour vous donner un aperçu important, un aperçu essentiel sur la description de travail. Donc, c'est une première étape essentielle à franchir avant de parler de la classification. La conversion, qu'est-ce qu'on entend par la conversion? C'est vraiment le passage de la norme CS, donc le groupe actuel, qui s'appelle Computer System, donc CS, ou système informatique, à la nouvelle norme, un nouveau groupe qui s'appelle IT ou TI, technologie d'information. Donc, dans la plupart des cas, présentement dans le processus, selon qu'on sait jusqu'à maintenant, il y a une transition vraiment facile. Donc, si tu es un CS2, tu passes à TI2, à moins qu'il y ait quelques exceptions. On va en parler dans les prochaines étapes. L'importance des décisions de travail exactes et à jour, donc ça, c'est une règle dans la convention collective d'un groupe CS. Si vous regardez l'article 20.02, il y a l'obligation de l'employeur de fournir un exposé complet et actuel des fonctions. Une description de travail exacte et à jour remplit cette fonction
donc remplir la fonction énoncée par la convention collective. Donc, un travail mal décrit peut conduire à une mauvaise décision de classification, que ce soit dans le groupe. Donc, le travail mal décrit le membre peut se trouver dans un autre groupe autre que le CS ou l'IT, et aussi peut se trouver dans un niveau autre que le niveau approprié. Donc, c'est très important qu'on s'assure que la description de travail contient les éléments essentiels qui peuvent aider à émettre une décision équitable en termes de classification, en termes de groupe et en termes de niveau. Donc, si jamais on fait une erreur à ce niveau-là, ben, toute la classification, le niveau, il va être erroné. Puis la rémunération, le salaire de l'employé va être aussi, va avoir une erreur aussi. Donc, si jamais vous n'avez jamais eu de description de travail, vous êtes recruté il y a quelques années, puis il n'a jamais eu de description de travail, ce que nous demandons toujours à nos membres, demandez une description de travail à votre gestionnaire. C'est la première étape à faire. Donc, dans votre courriel, donc il faut que ce soit une demande écrite. Dans votre courriel, il faut indiquer, donner un délai raisonnable. Nous, ce qu'on pense qu'un délai raisonnable, si la description de travail existe, 7 à 10 jours serait un délai raisonnable pour que le gestionnaire puisse aller aux ressources humaines et sortir la description de travail de votre poste. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, demandez la description de travail si vous n'en avez pas. Deuxième étape, ben, il faut la vérifier. Est-ce que c'est une description complète et à jour? Je sais que certains ministères font beaucoup de réorganisation, il y a des choses qui changent avec le temps, la technologie change aussi. Donc, il faut que le membre vérifie si cette description de travail-là reflète bien son travail. Notre critère, basé sur la décision UG de 2000, il faut que ça reflète au moins 70% à 80% de vos fonctions. S'il ne reflète pas les 70%, je pense qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, vous pouvez déposer un greffe de contenu et demander à l'employeur de changer ou mettre à jour la description de travail. Donc, la première étape, on a dit demander la description de travail. Deuxième étape, vous vérifiez si c'est complète et à jour. Si jamais il n'est pas complète et pas à jour, alors on demande des révisions auprès du gestionnaire. Ou, dans certains cas, on demande que votre poste, dans les exemples pour lesquels vous avez préparé des exemples, soit rattaché à notre description de travail déjà existante, notre générique. Donc, à ce moment-là, ben, il faut qu'on appelle en anglais le mapping. Donc, vous rattachez votre poste à notre description de travail qui est beaucoup plus appropriée pour décrire vos postes, si jamais. Et ça, c'est dans le cas où est-ce qu'on parle de description générale, description de travail générique. De façon générale, il y a deux types de description de travail. Il y a la description générique, donc ce qui s'applique à plusieurs personnes. Ça peut être, je prends l'exemple, programmeur analyste. Tu peux avoir des programmeurs analystes dans la ville de Québec ou dans Vancouver, à Toronto, à Halifax. Donc, c'est un programmeur analyste qui travaille dans un ministère quelconque. Au lieu de développer plusieurs descriptions de travail pour chaque région, ben, on développe une générique qui s'applique à tout le monde. Donc, ce qu'on appelle les descriptions de travail génériques, applicables à plusieurs personnes dans plusieurs régions, dans plusieurs contextes, au sein du même ministère. Il y a les descriptions de travail individuelles, donc, où, dans certains cas, les membres font un travail ou certains employés font un travail un peu unique. À ce moment-là, ben, on développe une description de travail unique qui reflète le travail de l'employé au lieu de le mettre dans une description générique qui reflète beaucoup le travail d'autres personnes aussi. Donc, dans ces deux cas-là, peu importe si vous avez une générique ou une individuelle, il faut vérifier l'exactitude de sa description de travail. Est-ce qu'elle reflète bien le travail que vous faites ou non? Et est-ce que cette description de travail est complète? Est-ce qu'elle est à jour? Donc, si jamais il y a plusieurs descriptions de travail génériques et vous regardez votre travail, bien, vous pensez que la description de travail que vous avez été émise ne reflète pas 70%, bien, vous pouvez essayer de la matcher ou la rattacher à d'autres descriptions de travail génériques qui pourraient refléter ce qu'on appelle le mapping. Dans certains cas, ou sinon, bien, si votre travail est
vraiment unique et il n'existe pas dans toutes les régions, dans tous les ministères, dans toutes les unités, à ce moment-là, vous pouvez discuter avec le gestionnaire pour réviser la description de travail et émettre une nouvelle description de travail qui correspond à votre poste unique. Donc, c'est une description de travail unique ou individuelle. Donc, de toutes les façons, on peut s'inspirer toujours des modèles génériques du Conseil de trésor de la suite des pays. Donc, c'est des modèles qui sont préparés par le Conseil de trésor dans le domaine informatique. Les gestionnaires peuvent s'y inspirer si jamais ils veulent développer quelque chose qui est proche de ça, ou pour développer une individuelle aussi, peuvent les utiliser comme un début. Certains ministères utilisent carrément ces modèles génériques du Conseil de trésor. Donc, pour le membre, préparez-vous à justifier la mise en correspondance, le mapping de votre description de travail, de votre poste sur un autre générique, rattacher votre description de travail à une autre générique. Et vous devez justifier ça, dire, ben moi, cette description de travail générique-là ne reflète pas bien mon travail, mais c'est plutôt l'autre à notre niveau. Ben à ce moment-là, il faut vraiment prouver avec des exemples concrets, écrits, bien documentés, la relation entre le travail que vous faites et l'autre description de travail. Et dans ce cas-là, comme j'ai dit, on l'appelle le mapping. Donc, ce que l'Institut peut faire pour vous aider, si vous estimez que votre description de travail est inexacte, n'est pas à jour, n'est pas complète, et où il manque plus que 20% ou plus que 30% de vos fonctions, vous pouvez déposer un greffe. Donc, ça, c'est un processus formel dont vous avez droit, qui existe dans la Convention collective, basé sur l'article 20.02. Aussi, ce que notre support pour régler ces dossiers-là, c'est vraiment les tables de consultation, les équipes de consultation au niveau de chaque ministère peuvent soulever cette question-là, dire les descriptions de travail de telle unité ou tel type de poste ne sont pas à jour, il y a un problème. Donc, ils peuvent soulever ça et avoir une discussion avec l'employeur sur la façon de remédier ou sur la façon de corriger ce problème-là. Donc, ça, c'est deux niveaux. Donc, grief, comme un remède ou une façon pour régler le problème de description de travail, ou aussi le table de consultation pour vraiment introduire le problème ou discuter le problème avec l'employeur. Là, maintenant, on passe des descriptions de travail, ce que je viens de finir de parler des descriptions de travail. Donc, on parle maintenant pour discuter de la conversion qui est en train de se faire au sein de plusieurs ministères dans le groupe CS, qui sera dorénavant appelé le groupe TI ou IT. Donc, pourquoi ce changement-là? La nouvelle classification IT, donc technologie de l'information, reflètera vos activités professionnelles informatiques dans notre contexte de travail. Donc, il y a beaucoup de changements dans le domaine informatique au cours des 20 dernières années, je pense, ou plus. La norme de classification actuelle, elle date de 1985, qui n'a pas jamais été mise en œuvre. Elle ne reflète pas vraiment le changement technologique, le changement du travail dans ce domaine-là. Donc, d'où la nécessité, il y a une entente entre l'Institut et le Conseil de trésor a été faite il y a 4-5 années, 6 années passées, pour revoir la norme de classification, pour revoir comment est-ce qu'on évalue les postes de technologie d'information au sein de la fonction publique fédérale. Et donc, on passe de l'ancienne norme CS à la nouvelle norme technologie d'information. Donc, ce changement-là implique trois choses. Donc, il y a la norme de classification, dans les critères sur lesquels on utilise pour évaluer les postes informatiques. Il y a aussi la définition de groupe CS, donc, qui est censé, ou le groupe TI, qui est censé faire partie de ce groupe-là en termes professionnels. Donc, ça, il y a une nouvelle définition qui est très proche de l'ancienne définition, mais juste, elle est mise à jour. Le deuxième niveau de changement, c'est au niveau pour remplacer la norme de classification, la norme de classification en tant que telle, qui est utilisée pour évaluer les postes, et aussi remplacer la définition, les qualifications minimales du groupe CS. Donc, avant, on avait une définition
des qualifications minimales pour faire partie du groupe CS. Maintenant, ben, il y a un changement très élémentaire. C'est vraiment des petits changements à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, ce changement-là de conversion inclut changement de la norme de classification, les critères pour évaluer les postes, changement de définition du groupe TI, donc le nouveau groupe qui est l'héritier du groupe CS, donc la définition un peu différente, pas très différente, et le changement des qualifications minimales, les standards de qualification qu'on appelle. Je pense dans le passé, donc on va faire le survol de ces trois éléments-là rapidement. Pour la définition, la nouvelle définition TI est proche de ce qu'on avait avant, mais il y a quelques petits changements. Donc, la nouvelle définition, donc le groupe TI comprend les postes pour lesquels l'application de la connaissance des systèmes d'ordinateurs constitue l'exigence de base pour développer, mettre en place et maintenir les infrastructures de réseau informatique et des systèmes de traitement de l'information. Donc, ça, c'est la nouvelle définition. C'est certain, si on applique cette définition-là, il y a très peu de cas de membres actuels qui ne feront pas partie du groupe TI, donc ils seront peut-être reclassifiés ou mis dans d'autres groupes, mais c'est vraiment des cas, très peu de cas. C'est vraiment des cas exceptionnels où des membres qui sont présentement en DCS se retrouveront pas nécessairement dans le groupe TI, le nouveau groupe TI. Donc, ils peuvent être convertis à des CR pour les postes de CS1 peut-être, ou AS, surtout les postes où il y a l'aspect informatique, mais aussi l'aspect administratif prédominant. Donc, c'est certain que certains cas, peut-être, pourraient être convertis à d'autres groupes ne pourront pas faire partie du groupe TI. Donc, ça, c'est la nouvelle définition. Donc, deuxième chose qui est inclue dans cette conversion, c'est le changement de qualification minimale. Les qualifications minimales TI, donc la nouvelle définition de qualification minimale, donc, on exige dorénavant. C'est très semblable, d'ailleurs, à l'ancienne qualification minimale. Donc, la nouvelle exige diplôme d'études de 2 ans dans un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu, avec spécialisation acceptable en sciences informatiques, en technologie d'information, en gestion de l'information ou dans un autre domaine de spécialisation connexe au poste à pourvoir. Donc, et selon ce que je me souviens, c'est très peu de différence. Je pense que l'ancienne norme de qualification dit 2 ans d'études terminées dans un établissement d'enseignement postsecondaire sans nécessairement exiger de la spécialisation. Donc, ce n'est pas un changement radical, mais c'est un changement, une adaptation, je pense, pour exiger un diplôme. Au lieu d'avoir 2 ans complétés, mais un diplôme d'études postsecondaires de moins 2 ans. Bien évidemment, les gestionnaires peuvent exiger plus, un bac ou une maîtrise, selon les exigences de poste, mais ça, c'est vraiment 2 années d'études postsecondaires dans un domaine informatique avec une spécialisation. Ça, c'est le minimum. Donc, les gestionnaires peuvent exiger plus. Et puis, pour les membres qui sont là depuis des années et des années, qui n'ont pas cette nouvelle exigence, ils ont la règle des droits acquis. Donc, ils sont réputés ou sont censés satisfaire cette norme de qualification TI. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, pour les anciens membres qui n'ont pas cette exigence de qualification, ils sont censés, ce qu'on appelle en anglais grandfathered, donc ils sont censés bénéficier de la règle des droits acquis. Maintenant, pour la norme de classification TI, donc, encore une fois, c'est vraiment les critères selon lesquels on utilise pour déterminer le niveau de poste. Si on a un poste quelconque, bon, on ne sait pas si c'est niveau 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, on utilise une norme, c'est un ensemble de critères bien détaillés pour mesurer la valeur de travail et déterminer son niveau. Donc, une norme de classification fait état de tous les niveaux qui comportent la classification, donc on décrit tous les niveaux. Elle comprend aussi des éléments à évaluer dans une description d'emploi. C'est quoi les éléments qu'on doit regarder? Est-ce qu'on évalue chaque mot, chaque paragraphe dans le description de travail? Ou on va aller vraiment les critères généraux, les aspects les plus importants?
Et elle décrit aussi la norme de classification, la méthode à employer pour évaluer une description d'emploi afin de déterminer le niveau de poste de classification. Donc, il y a une méthode. Je sais que dans la fonction publique, il y a d'autres méthodes, autres la méthode des points. Mais pour le groupe CS, la nouvelle norme TI, c'est une méthode des points aussi. Donc, on va évaluer plusieurs critères et on assigne des points, puis on fait le total, puis on détermine où le poste va être du niveau 1 à niveau 5. La nouvelle norme de classification TI donc, comprend 7 nouveaux critères d'évaluation, on appelle facteurs. Donc, pensée, analyse critique, direction et planification, connaissances techniques, connaissances en gestion, communication et relations interpersonnelles, efforts sensoriels et physiques et environnement de travail, que ce soit psychologique et physique. Dans le passé, le groupe CS, la norme CS, elle comprend 4 facteurs, 4 critères. C'est des connaissances qui sont divisées en études, expériences et formation continue. Deuxièmement, c'est la prise de décision. Troisièmement, responsabilité en matière de contact. Et cinquièmement, ou quatrièmement, c'est la supervision. Donc, on passe à un système à 4 critères d'évaluation, 4 facteurs d'évaluation, une nouvelle norme, TI, qui comprend 7. Donc, on va aller chercher plus large pour évaluer toutes les composantes, tous les critères pour juger la valeur du travail. Donc, les niveaux, on a 5 niveaux comme on avait 5 niveaux dans le CS. On va faire vraiment une transition. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une transition vraiment pas compliquée du tout. Donc, c'est une très forte chance que la personne qui est CS2 va être un TI2 ou IT2. Donc, dans la 99% des cas, va avoir une conversion simple du même niveau, donc CS2 à TI2 ou CS3 IT3 est pareil. Donc, ça, c'est quelques exemples des benchmarks ou des postes-repères pour les nouvelles normes de classification. Donc, un exemple de IT1, donc technicien de soutien infrastructure, exemple TI2, programmeur analyste, TI3, chef d'équipe opération d'infrastructure, TI4, conseiller principal architecture et d'entreprise, et TI5, directeur opération d'infrastructure. Donc, ça, c'est juste des exemples, mais juste pour vous donner une idée qu'on garde toujours le même nombre de niveaux, 5, comme la norme CS, et il y a beaucoup de ressemblances entre ça, entre l'ancienne norme et la nouvelle norme au niveau de poste-repère. Donc, où en sommes-nous présentement? L'employeur, donc, bonne nouvelle, l'employeur a approuvé la norme de classification avec ces 7 nouveaux critères. Il a aussi approuvé la définition du groupe TI. Il a aussi approuvé le changement de qualification, le changement mineur de qualification minimale pour le groupe CS. L'Institut a été officiellement déclaré. Donc, on est déclaré comme l'agent négociateur exclusif pour la nouvelle classification du nouveau groupe TI ou IT. Et troisième point, parce que les descriptions de travail génériques sont en cours d'être finalisées. Les ministères sont plus ou moins avancés. Certains ministères utilisent les descriptions de postes génériques développées par le Conseil de Trésor, générique national. D'autres développent leur propre générique, mais les ministères sont plus ou moins avancés. Certains ministères sont très avancés, d'autres sont moins, mais les descriptions de postes génériques sont en cours d'être finalisées. La mise en œuvre, ce qu'on prévoit, bien, à cause de COVID-19, la mise en œuvre est un peu ralentie. Donc, on va finaliser les descriptions de postes d'abord. On finalise aussi l'évaluation des postes. Tous les postes doivent être évalués pour déterminer leur niveau. Et une troisième étape, on doit faire des avis aux fonctionnaires. Donc, il va y avoir un premier avis qu'on appelle une notification personnelle préalable. Donc, juste pour énoncer que votre poste, voici votre poste est tel niveau, et T3 ou T2, T1. Et donc, c'est une première information personnelle. Mais après ça, ça vient 2 ou 3 mois plus tard. Vous allez recevoir une notification personnelle officielle qui décrit votre poste, qui décrit aussi le niveau, votre salaire, le niveau de classification. Et il insiste aussi, vous donne l'information sur le processus de greffe si vous n'êtes pas satisfait de la classification de votre poste, selon la nouvelle norme. Donc,
On n'est pas encore vraiment dans la mise en œuvre, mais on s'approche. Il y a malheureusement ce délai-là à cause de COVID-19, mais ça va venir dans les prochains mois. Une idée sur les descriptions de travail génériques dans le domaine informatique, c'est vraiment des ils ont élaboré ce qu'on appelle des work streams dans le domaine informatique, donc les champs de travail. Comme vous voyez ici, c'est vraiment modèles génériques, soit des postes qui sont reliés à sécurité informatique, planification, infrastructure, développement des applications, services de soutien, architecture. Il y a plusieurs champs, donc on détermine les grands champs informatiques et puis Conseil Trésor a fait quelques génériques, quelques exemples, quelques modèles. Les ministères peuvent les adopter, plusieurs vont les adopter, d'autres peuvent développer leur propre générique. C'est juste un aperçu rapide sur les descriptions génériques nationales en domaine informatique et leur champ de travail, ce qu'on appelle work streams. Donc, à pouvoir, très peu, ce qu'on prévoit présentement, c'est vraiment très peu de nombre de postes CS ne seront pas convertis en TI. Donc, ils seront peut-être mis dans d'autres groupes parce qu'ils ne fit pas ou ils ne concordent pas vraiment, le poste ne concorde pas avec la nouvelle définition du groupe TI. Ils feront l'objet d'une évaluation pour attribuer à notre classification plus pertinente. Donc, si le poste fait plus l'aspect administratif, va être fort probablement dans le groupe, je ne sais pas, CR ou AS ou autre. Donc, il y a très, très, très peu de cas, mais il va en avoir quelques-uns. Dans ce cas-là, si jamais cela arrive, le membre a droit à une protection salariale si jamais il est payé mieux que la nouvelle classification dans laquelle il est attribué, disons le CR ou AS. Le membre ou l'employé va être protégé salarialement, on va garder le salaire le plus élevé, le groupe CS par exemple. Et aussi, ils peuvent faire des grèves de classification. Donc, si jamais quand tu n'es pas certain que devrait faire partie d'un autre groupe, bien, il y a toujours des grèves de classification peuvent être déposées. Donc, qu'est-ce que, si jamais nos membres ont besoin d'aide, comment est-ce qu'ils peuvent trouver de l'aide? L'Institut est en train d'élaborer une question-réponse, FAQ, pour donner plus d'informations. On prépare une formation aux délégués syndicaux, donc c'est aussi des ressources supplémentaires auxquelles les membres peuvent aller, contacter leurs délégués pour poser des questions. Et aussi aller au gestionnaire ministériel, votre gestionnaire, demander de l'information, poser des questions pour mieux comprendre cette conversion-là. Alors, c'est tout pour ce séminaire en ligne, le webinaire. Si vous avez des questions, envoyez-les par courriel à compensation@pips.ca. Et merci.